pas. Claire, vous pouvez me rejoindre. On va passer à la séance de questions-réponses. Je vous en prie, vous pouvez vous installer, prendre un micro. Voilà. On est un peu pris par le temps. Les exposés étaient très riches et denses. On a une petite dizaine de minutes pour prendre des questions de la salle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe? Et on va vous donner un micro tout de suite si vous avez des questions. Ah, il ne faut pas hésiter, hein. Je vous avais dit qu'on avait prévu des temps d'échange. C'est le moment, ils sont là pour vous. Il y a peut-être des questions qui sont arrivées, des personnes qui nous suivent en distanciel. Je vous laisse la lire. Ouais. Donc c'est une question pour Thomas Onillon. Dans cette situation, est-il nécessaire de déposer une DA spécifique pour l'enfance, comme dans les situations d'excision pour les filles? Déjà expliqué la question. Alors, je pense que la personne qui nous suit en ligne parle d'une demande d'asile. Oui, il y a un enjeu à déposer aussi une demande d'asile au nom de l'enfant, tout simplement parce que s'il est refusé pour la mère, parce que le juge considère qu'il n'y a pas de risque de persécution pour la mère, mais qu'il considère qu'il y a un risque de persécution pour l'enfant, l'enfant va pouvoir bénéficier du statut de réfugié et la mère, après, va pouvoir, au titre de la réunification familiale, bénéficier d'un titre de séjour. Donc oui, il faut déposer des demandes d'asile au nom des enfants également. Est-ce qu'il y a des questions? Une dame au premier rang. C'est un peu sur le côté, mais c'est aussi pour vous. Vous avez dit, en parlant de la situation de l'Ukraine, des femmes violées et qui arrivaient en Roumanie et Pologne, qu'il y avait eu une possibilité d'avoir un impact sur ces régimes qui rendaient l'avortement impossible. Moi, je voulais savoir qui avait réussi et comment à élargir l'accès possible dans ces pays-là sans que ces femmes étaient obligées de poursuivre leur migration ailleurs vers des pays plus favorables. Alors, dans ces états-là, il y a une complexité, mais il n'y a pas forcément il y avait pas forcément une totale impossibilité à l'époque où la position a été portée. Je me servais surtout de cet exemple pour montrer que le caractère systémique, je ne suis pas certain à quel point la position a pu être influée. Et en même temps, mais j'ai pas de chiffres ou j'ai pas d'éléments probants. La situation et la détresse des viols de guerre parlent aussi un peu différemment pour les gens qui les accueillent. Il y a une plus grande facilité à accueillir cette demande-là. Il y a une meilleure acceptabilité sociale que d'autres demandes d'IVG pour les soignants. Oui. Après, j'ai pas d'éléments chiffrés pour vous dire il y en a eu plus ou moins et les lois n'ont pas été modifiées expressément. Bonjour. J'ai une question pour Claire Mestre concernant le vide générationnel. En fait, je suis restée un petit peu sur le vide générationnel, la question de la filiation de l'enfant. Et je suis restée un peu... je me questionne sur le non-dit. Est-ce qu'il y a un travail peut-être psychoéducatif, que sais-je, sur l'accompagnement de ces mamans qui ne disent pas à leurs enfants qui sont issus d'un viol, parce que, pour mille et une raisons qui leur sont propres. Mais du coup, je me questionne sur cette identité, ce travail identitaire de l'enfant, comment se construire dans le non-dit et dans l'inexistant. Merci. Alors, d'abord, on n'a pas toutes les réponses. Je pense que c'est vraiment un accompagnement pour Marie, par exemple, qui m'a dit qu'est-ce que je vais dire. Alors, il y a plusieurs choses. Je peux juste vous témoigner de ce que je fais, ce que nous faisons en équipe.
D'abord, faut-il dire, faut-il pas dire? Moi, j'avoue que je ne peux pas me positionner en tant que professionnelle sur ce qu'il faut faire. Franchement, c'est compliqué. D'abord, la question que tous les thérapeutes se posent, c'est est-ce qu'on parle de ça devant le bébé? Parce que n'oublions pas que nous avons des outils, nous sommes formés à la psychologie, à la psychanalyse, qu'on ne reçoit pas, nous, dans le vide, justement. Donc, on est armé de nos conceptions. Donc, on va dire, ah ben non, on ne peut pas. Bah oui, mais enfin, vous n'allez pas dire, ah ben non, ça, il ne faut pas le dire. Donc, il y a la reformulation, beaucoup de reformulation. Et de toute façon, bon, ça, c'est des choses qu'on a travaillées ensemble. Si ce n'est pas dit dans la consultation, de toute façon, c'est dit ailleurs et peut-être en bien pire. Donc, autant que ce soit dit ici, que justement, on puisse reprendre les choses. Alors, on est peut-être pris au dépourvu. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quand l'enfant va poser la question, tous les enfants du monde disent pourquoi j'ai pas de papa, c'est pas que cette situation exceptionnelle. Et là, effectivement, alors, Marie, elle disait oh, de toute façon, ça se voit. Vous pensez que une femme qui vient de la Corne de l'Afrique avec un bébé noir, tout le monde sait très bien. Et comme la dernière situation, elle était stigmatisée parce que tout le monde savait très bien que c'était un enfant né de viol. C'était évident. Donc, comment faire, nous, en tant que soignants, pour que la mère et l'enfant, finalement, fassent face sur quelque chose qui, certes, a la qualité de tabou, puisque tout le monde le sait sans le savoir. C'est le propre du secret, d'ailleurs. C'est que le secret va finir par émerger. Donc, moi, j'avoue que je suis très humble et que je n'ai pas une position aussi où, dans nos conceptions psychologiques, il faut dire la vérité à l'enfant, il faut lui expliquer. Oh là, moi, j'en sais rien du tout. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plutôt accompagner la mère, parce que je disais à Marie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un récit elle, en fait, c'est elle qui a fait le récit, en disant, ben oui, ton père, il est au Soudan, quoi. Mais bon, elle n'a pas dit, il m'a violée, effectivement. Bon, j'avoue que je ne sais pas, et je pense qu'il faut vraiment être des partenaires. Et puis peut-être que... Moi, ça me fait penser, excusez-moi, je fonctionne beaucoup par association d'idées aux enfants adoptés, dont je me suis beaucoup occupée aussi, qui sont persuadés qu'ils sont nés de viol. Et je me rappelle toujours l'histoire d'un vieux monsieur qui est allé finir par adopter, qui a été allé voir son, vous savez, son dossier donc au département. Et ben, il n'était pas né de viol, quoi. Donc, il avait vécu toute sa vie en étant persuadé qu'un enfant adopté, c'est forcément... Donc, si vous voulez, c'est vertigineux, ça. C'est vertigineux. Et pourquoi pas l'inverse? Que la petite fille de Madeleine, elle pense qu'elle est née... Moi, je ne vous ai pas dit ce que j'ai vu dans le dessin. Ce que j'ai vu dans le dessin, c'est une conception amoureuse de cet enfant. C'est compliqué, je vous assure. Là, alors, par contre, le vide générationnel, ça, c'est une vraie question. C'est que ce sont des femmes quand même qui ont rompu avec leur famille, parce que soit elle a été assassinée, comme beaucoup de femmes, soit qu'elles ne peuvent pas annoncer à la famille qu'elles ont un enfant né hors... Soit la famille rejette aussi soit la mère. Famille, voilà, exactement. Et là, moi, je dois dire que là aussi, moi, je sais que pour Marie, je m'entends très, très bien avec l'assistante sociale, qui est une femme formidable. Et on fait des systèmes de parrainage, justement par les associations qui sont tellement importantes, surtout en ce moment. C'est-à-dire que l'enfant puisse être parrainé par une famille pour qu'il puisse y aller le week-end, et je fais beaucoup ça pour les mineurs non accompagnés aussi, pour qu'il y ait des affiliations. Et que le jour où, effectivement, parce que Marie est très malade, en plus, elle a plusieurs pathologies, et qu'elle se préoccupe beaucoup, elle dit, mais si je meurs, que va devenir mon enfant? Je lui dis, franchement, c'est une vraie question. Et je n'ai pas de réponse toute faite. Et c'est là où la qualité de l'accueil et la qualité de ce que nous faisons, elle est vraiment essentielle, franchement. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Bonjour à tous. Tout en haut. Bonjour madame. Merci. Ma question s'adresse à Thomas, s'il vous plaît. J'ai fait suite à la question qui a été posée tout à l'heure en ligne. Il a répondu, les parents ou les mamans peuvent déposer la demande d'asile pour les enfants. Alors, j'aimerais savoir, ma question est celle-ci, j'aimerais savoir à quelle période ou à quel âge les femmes ou les mamans peuvent déposer leur demande d'asile pour les enfants, pour un enfant. Merci. Une question très technique.
Alors, en plus, c'est pas ma spécialité, le droit d'asile. À quel âge de l'enfant? Ah ben, il n'y a pas de problème. On peut agir pour l'enfant à tout âge. Comme tout à l'heure, je parlais du statut de victime pour les enfants nés de viol. La mère agit au nom de son enfant parce qu'elle est la représentante. Je ne crois pas qu'il y ait un âge en dessous duquel on ne puisse pas présenter une demande d'asile. Entre 0 et 18 ans, quoi. De 0 à tant que les persécutions durent, clairement. Ok, merci. On va prendre une question d'Hélène. Il y a une question toujours pour Thomas. Pouvez-vous revenir sur la question de nationalité? Où et comment l'enfant né de viol en France ou ailleurs peut-il faire valoir son droit de victime? Avez-vous un cas précis? Alors, j'ai pas peut-être pas total. Vous pouvez répéter la question? Pouvez-vous revenir sur la question de nationalité? Où et comment l'enfant né du viol en France ou ailleurs peut-il faire valoir son droit de victime? Avez-vous un cas précis? Okay. Alors, la qualité de victime, ça va être la possibilité pour agir, pour obtenir une réparation pour le viol subi par sa mère. Celui-là, il dépend de votre possibilité de saisir un juge qui est compétent. Alors, en France, si le viol est commis en France, le juge compétent, c'est le juge français. Donc, il n'y a pas de difficulté à venir saisir. Vous n'avez pas d'exigence de nationalité pour saisir un juge, en France comme ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être français pour saisir le juge français. Vous pouvez être de n'importe quelle nationalité et saisir le juge français, comme vous pouvez être de n'importe quelle nationalité la plupart du temps et saisir le juge de l'État dans lequel il y a eu viol, avec toute la complexité des États qui sont faillis, en fait, qui n'ont pas d'un service judiciaire ou administratif qui est assez performant pour rechercher les responsables de viol qui sont commis sur leur territoire, encore plus quand c'est comme ça dans des situations massives. J'espère avoir répondu à la question. Madame? Alors, merci. Ma question s'adresse au docteur Tantet. Je ne sais pas si je prononce bien. Déjà, merci pour votre intervention parce que ce sujet que vous avez évoqué, il me tient particulièrement à cœur. Alors, ma question est la suivante. Parlant des femmes victimes de violences durant le parcours migratoire, une femme qui a vécu ces violences pendant ce parcours et s'est fait avorter suite à un viol et tout. Maintenant, arrivée en France, parlant du bilan de fertilité, comment la femme pourrait faire pour réussir à faire ce bilan de fertilité afin peut-être de pouvoir mettre au monde un enfant, parce que ça pourrait être une thérapie de réparation pour cette femme. Merci. Voilà, je pense que c'est au service en charge de cette thématique de penser des accueils, peut-être. En tout cas, nous, on y réfléchit en ce moment parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous demandent ça. Et on se demande, mais qui dans l'équipe doit accompagner cette femme pour prendre ses rendez-vous? Parce qu'ils sont galères en plus à prendre les rendez-vous de PMA. Donc, peut-être un travail de médiation en santé à faire au sein des services de PMA ou des formations aussi des professionnels à l'accueil de ce public et de réfléchir à comment on peut faciliter l'accès aux soins. Voilà, mais je crois que l'effort, il est surtout à faire du côté des services qui reçoivent ces personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moyen. En tout cas, déjà, il faut que ces femmes-là sachent qu'avec l'AME, elles peuvent le faire. Parce que parfois, elles pensent qu'elles ne peuvent pas avoir accès du tout. Mais on peut avoir accès à une partie, quand même, du bilan d'infertilité. Donc, les informer sur leur droit à accéder à ce bilan-là. Et après, les accompagner aussi en présentiel dans ces démarches, pour le moment, peut-être.
Et si elles n'ont pas d'AME, peut-être les primo-arrivantes comme ça, elles n'ont pas d'AME, elles n'ont pas encore un accès au droit, ou bien l'AME est peut-être expirée pour renouveler, c'est souvent un peu difficile. Donc là, dans ce cas, comment s'y prendre, je ne sais pas trop. Ça, après, normalement, sur les budgets PASS des hôpitaux, il y a aussi un panier de soins. Et si je ne me trompe pas, les examens du bilan de fertilité sont dans ce panier de soins. Donc ça veut dire qu'elles peuvent aller consulter dans les services où il y a de la PMA, voir l'assistante sociale pour bénéficier d'un bon PASS et donc accéder ensuite aux consultations. Merci beaucoup. Dernière question que je vais vous poser moi avant de marquer une courte pause. Claire Mestre, vous disiez tout à l'heure que le viol comme arme de guerre était de plus en plus utilisé aujourd'hui. Quel est votre regard à tous les trois ou à l'un des trois qui voudrait répondre à cette question sur la situation géopolitique actuelle et on n'a pas pris de hauteur sur les conflits actuels. Je pense au conflit au Soudan dont on parle très peu, qui est peu médiatisé, dans lequel les humanitaires ne peuvent pas rentrer, les journalistes ne peuvent pas rentrer, idem pour la situation à Gaza. Est-ce que cette situation géopolitique mondiale vous inquiète ? Peut-être c'est plus pour les deux Claire que pour Thomas. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence, évidemment, sur l'augmentation de femmes sur le parcours migratoire et des viols pendant ce parcours migratoire ? Est-ce que vous êtes inquiète ? Oui, très inquiète. Très inquiète de la situation de Gaza, évidemment. Effectivement, vous l'avez dit. On parle peu des viols, mais il y a beaucoup de viols à Gaza également. Beaucoup de viols à Gaza, beaucoup de viols en Ukraine, beaucoup de viols. C'est la RDC, le travail du docteur Mukwege qui a beaucoup mis en lumière les viols de guerre. Mais à l'hôpital de Panzi. Tout à fait, ouais. Et en fait, comme vous l'avez rappelé, ça existe depuis longtemps, mais on a l'impression qu'on en parle quand même de plus en plus. Et on est inquiet évidemment de ces situations de conflit. Et on est aussi inquiète des évolutions politiques dans notre pays sur ce sujet-là et sur l'accueil des femmes exilées en particulier. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est la précarisation des associations, parce qu'elles font un travail absolument extraordinaire, dont l'association Primo Levi, avec qui on travaille, les associations en province. Il ne faut jamais oublier que il y a des questions politiques qui épargnent un petit peu la province, et on travaille aussi beaucoup. Et que sans ce tissu, si vous voulez, créatif, très près du terrain aussi, effectivement, comment accueillir la misère du monde dans le sens où, effectivement, les femmes, encore une fois, moi, je trouve qu'elles sont très mal protégées. Et je me demande comment on peut faire auprès, alors surtout de la CNDR, parce qu'effectivement, la protection subsidiaire, c'est intéressant, pour faire du lobbying, pour accueillir des femmes. Parce que franchement, nous, on ne voit que ça, c'est-à-dire une précarisation extrême de tous les systèmes de soins, d'accueil juridique, etc., qui s'occupent des migrants, avec une politique migratoire extrêmement agressive à l'égard des migrants, et puis des femmes qui sont quand même... nous, on a des femmes qui sont régularisées, qui ont un logement, qui retournent à la rue, qui ont un logement. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, effectivement, la question du viol, effectivement, est dramatique et cruelle, mais il y a toute la question de l'accueil et protéger tous ceux qui en ont vraiment, vraiment besoin, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vous applaudir très chaleureusement. On va marquer une courte pause d'une quinzaine de minutes et on se retrouve juste après. Merci beaucoup.